Alors, bonjour à tous, merci aux organisateurs. Je souhaiterais vous entretenir aujourd'hui de ce qu'on appelle dans le monde anglo-américain l'Analytical School of Jurisprudence. Et je voudrais réfléchir sur ses relations avec la pratique des juristes de la common law. Le positivisme juridique de l'école analytique du droit est bien connu, bien établi dans le monde anglo-américain. On ne remarque pas toujours, cependant, que ce courant de pensée a eu, dès ses origines, une relation tendue et même polémique avec la tradition juridique qui prévaut dans le monde anglo-américain, à savoir la common law. Cette polémique date de plusieurs siècles et elle est visible dans les travaux, dans les travaux de celui qui est souvent reconnu comme le père du positivisme juridique moderne, Thomas Hobbes. Son petit ouvrage, Dialogue on the Common Laws of England, est une attaque directe contre la conception de la common law qui prévaut chez les juristes anglais au XVIIe siècle. Pour Hobbes, la common law n'est pas fondée sur la coutume ancienne de l'Angleterre telle que comprise par les juges de la common law, mais elle découle tout entière de la raison ou de la volonté du souverain. Nous souhaitons aujourd'hui montrer comment les représentants éminents de l'école analytique du droit que sont John Austin, John Salmon et Herbert Hart sont des héritiers du geste radical de Hobbes contre la vision classique de la common law, mais aussi comment ces penseurs ont fait évoluer le positivisme juridique au fil du temps pour le rapprocher graduellement de la vision classique de la common law, en associant notamment le droit de plus en plus intimement avec les pratiques des tribunaux. Nous montrerons cela en exposant d'abord brièvement la conception classique de la common law et sa critique hobbesienne, et nous verrons ensuite comment John Austin, John Salmon et Herbert Hart sont influencés par la critique de Hobbes, mais aussi comment ils font évoluer le positivisme juridique de l'intérieur pour le rendre plus compatible avec la pratique des juristes de la tradition de la common law. D'abord, quelques mots sur la vision classique de la common law, qui apparaît selon plusieurs historiens autour du XVIIe siècle chez des juristes comme Sir Edward Coke ou Sir Matthew Hale. Dans la vision classique, les juristes et les juges de la common law ne créent pas le droit. Ils le découvrent par une étude patiente de la coutume anglaise. La conception classique de la common law se caractérise en effet par un effort pour répondre aux questions juridiques du présent à la lumière d'une étude patiente et des solutions qui ont été découvertes dans le passé, dans un souci de continuité historique. L'attention qui est portée au passé dans la tradition de la common law n'est pas une fin en soi, mais ultimement un moyen pour découvrir ce qui est raisonnable dans le droit. L'articulation subtile entre la coutume et la raison que l'on trouve dans la conception classique de la common law est décrite par les juristes anglais de l'époque classique à l'aide de la notion de raison artificielle du droit. La raison artificielle de la common law désigne la sagesse qui s'est accumulée au fil du temps dans le droit et qui est supérieure à celle des hommes qui sont équipés de leur seule raison naturelle. Elle permet d'asseoir le droit sur les attentes réciproques qui se sont cristallisées au fil du temps entre les membres d'une société et entre eux et leurs gouvernants, sur une raison commune ou intersubjective, comme on dirait aujourd'hui, plutôt que sur la raison individuelle d'un interprète ou d'un législateur. Dans la vision classique, les juristes et les juges de la common law tentent de corriger la myopie de leur raison individuelle en recourant à la perspective publique qui est définie par la raison artificielle de la common law. La vision de Hobbes s'oppose diamétralement à celle des common lawyers de l'époque classique. Hobbes, comme vous le savez, est un témoin inquiet de la guerre civile anglaise et il dresse le constat de l'échec de la common law à pacifier l'Angleterre. Il propose de la remplacer par une vision qui a pour point de départ la liberté naturelle de l'individu et comme point d'arrivée la création d'un corps politique gouverné par un souverain dont la volonté et la raison est à l'origine de tout le droit qui s'y applique. Le droit ne découle plus chez lui d'une quelconque forme de sagesse coutumière que les juges pourraient découvrir, mais il provient des commandements du souverain. Pour Hobbes, c'est l'autorité et non la vérité qui fait le droit. La séparation entre le droit et sa sagesse, on dira plus tard entre le droit et la morale, est associée chez Hobbes à une subordination de la coutume et de la raison artificielle du droit à la volonté et à la raison du souverain législateur. Chez lui, la coutume et les décisions judiciaires ne sont jamais par elles-mêmes une source de droit. Elles font seulement partie du droit lorsqu'elles sont raisonnables, c'est-à-dire, selon Hobbes, lorsqu'elles ont été approuvées par la raison du souverain. En somme, pour Hobbes, le droit n'est pas découvert dans la coutume, mais il est créé suivant la raison naturelle d'un individu. Nous verrons que cet argument influence de façon importante John Austin et ses épigones de l'école analytique du droit.
John Austin, comme vous le savez, celui du 19e siècle, pas celui du 20e siècle, il ne faut pas se tromper, est reconnu comme le fondateur de l'école analytique du droit. Il est l'auteur de la célèbre formule selon laquelle l'existence du droit est une chose et son mérite en est une autre, qui est en quelque sorte devenue la devise du positivisme juridique anglo-américain depuis sa formulation. Austin vise dans sa théorie à décrire les règles du droit tel qu'il est, plutôt que les règles de la moralité et de la justice, et ce projet s'appuie de façon centrale sur la séparation entre le droit et la morale qui est opérée par Hobbes. Austin pense qu'il est possible de faire apparaître une sphère propre au droit lorsqu'on se concentre dans sa compréhension sur l'autorité du souverain. Pour Austin, l'ensemble du droit trouve son origine dans les commandements du souverain. Il n'entretient aucune relation nécessaire avec la vérité, la morale ou la justice. Austin est nuancé quand même, dans une certaine mesure. Il admet que le pouvoir du souverain dépend de l'obéissance habituelle de l'ensemble de la population, ce qui signifie que le souverain doit, dans une certaine mesure, composer avec les mœurs de la population, les opinions, et on trouve même chez lui une certaine notion de moralité constitutionnelle. Austin considère cependant, comme Hobbes avant lui, que le souverain demeure illimité d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun obstacle à sa volonté législatrice, qui est considérée comme la source de tout le droit qui s'applique dans un système juridique. Austin s'inscrit aussi dans la continuité de la pensée hobbesienne lorsqu'il accorde sa préférence au droit statutaire, qui est le moyen par excellence par lequel le souverain peut donner une expression à sa volonté, et qu'il se montre, à l'inverse, peu favorable à la coutume comme source de droit. Austin refuse, en effet, comme Hobbes, de reconnaître à la moralité ou à la coutume la qualité de droit tant que cette dernière n'a pas été reconnue comme telle par l'État. La force juridique de la coutume et des décisions judiciaires ne provient aucunement de leur sagesse ou de leur rationalité interne, elle découle tout entière de l'autorité et de la volonté du souverain. Austin rejette en fait explicitement la fiction enfantine défendue par les common lawyers, selon laquelle les décisions judiciaires ne font que déclarer le droit découvert par les juges dans la coutume. Malgré cette proximité frappante d'Austin avec Hobbes, et avec Bentham aussi avant, on aurait pu le dire, la disposition d'Austin vis-à-vis de la common law demeure tout de même un peu moins polémique que celle de ses prédécesseurs, ce qui explique sans doute l'effet durable qu'Austin a eu sur la pensée juridique anglaise. Austin s'efforce de corriger le langage quelque peu irrespectueux de Bentham et de Hobbes avant lui, et il tente de souligner le rôle que peuvent jouer les décisions judiciaires dans un système juridique. Austin reconnaît dans une certaine mesure que la cohérence propre de l'activité des tribunaux peut affecter de manière positive le développement du droit. Les juges possèdent une inclination naturelle vers le respect des règles anciennes, ils doivent composer avec l'opinion publique et surtout, ils sont soumis aux opinions et aux pratiques de la profession juridique. Ces facteurs, dont certains rappellent la conception classique de la common law, se voient reconnaître un certain rôle dans la théorie du droit austinienne, mais il n'en reste pas moins clairement subordonné à la reconnaissance que peut leur accorder ou non le souverain, et il contribue à la formation d'un droit qui est vu comme étant toujours inférieur à celui qui est issu de l'activité législative. La théorie du droit d'Austin ne se défait donc pas, au bout du compte, du geste de déclassement radical opéré par Hobbes à l'encontre de la perspective coutumière de la conception classique de la common law. La séparation nette qu'il opère entre le droit et la moralité, et l'identification du droit avec la volonté du souverain rend difficile la description adéquate de la texture argumentative complexe de la common law. Elle conduit à ramener tendanciellement les décisions judiciaires à une forme de loi et à voir leur rationes decidendi comme étant des règles, ce qui ne permet pas de rendre justice à la forme de rationalité particulière employée par les juristes de la common law. Nous allons maintenant faire un petit saut dans le temps et voir brièvement comment la théorie du droit de John Salmon s'inspire de la vision austinienne, mais aussi comment elle fait progresser le rapprochement avec la conception classique de la common law, en associant le droit plus intimement avec les pratiques des tribunaux. Salmon garde le projet d'Austin de décrire le droit, mais il se montre critique envers la séparation rigide du droit et de la morale que l'on trouve chez Austin et envers certains aspects de la théorie du droit du commandement. Pour Salmon, la théorie du droit d'Austin a tendance à se concentrer trop exclusivement sur la perspective des autorités législatives. Salmon définit pour sa part le droit comme l'ensemble des principes qui sont reconnus et appliqués par l'État dans l'administration de la justice, c'est-à-dire comme étant composé des règles qui sont reconnues et appliquées par les tribunaux. Pour Salmon, la source formelle du droit demeure la volonté de l'État, mais seulement la volonté de l'État qui se manifeste dans les pratiques des tribunaux.
Les pratiques des juges sont importantes parce qu'elles révèlent les principes sous-jacents au droit, c'est-à-dire les raisons qui conduisent à une acceptation et à une application cohérente des règles. Pour décrire le type particulier de règles qui guident l'activité judiciaire, Salmon distingue entre les règles primaires, qui sont les règles ordinaires du droit, et les règles secondaires, qui sont les règles qui ont pour objet d'autres règles de droit. Ceux qui connaissent les travaux de Hart savent à quel point cette distinction va avoir une postérité importante. Il existe, selon Salmon, dans tout système juridique, une règle secondaire ultime que l'on peut identifier à partir de la pratique des tribunaux, qui a une existence historique, mais qui ne possède pas, à proprement parler, de source juridique. Cet ancrage du droit dans les pratiques contingentes des tribunaux explique comment Salmon peut se réclamer explicitement de l'idée hobbesienne selon laquelle la validité des principes qui sont reconnus et mis en œuvre par l'État est ultimement indépendante de leur vérité. Selon lui, le droit n'est pas du droit à cause de sa vérité ou de sa justice, mais parce qu'il est accepté et appliqué par les tribunaux. En même temps, l'insistance de Salmon sur l'ancrage du droit dans la vision des choses développée par les tribunaux pointe vers une complexification considérable de la théorie du droit d'inspiration austinienne. Salmon rejette notamment l'idée d'une souveraineté illimitée. Pour lui, le droit procède de l'État et de sa puissance, mais il est influencé plus fondamentalement par la rationalité qui est immanente dans les pratiques des juges et qui établit les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir de l'État peut être légitimement exercé. Salmon franchit ainsi, à l'aide de la notion de règle secondaire, la séparation rigide entre le droit et la morale qui empêchait Austin de prendre au sérieux la discipline de raisonnement caractéristique des juristes de la common law. Malgré certaines affinités importantes que nous venons de souligner, la théorie du droit de Salmon demeure toutefois différente de la vision classique de la common law, évidemment, notamment parce qu'elle ne considère pas que tout le droit d'un ordre juridique provient d'une coutume préexistante. Même si la raison artificielle du droit ou la vision judiciaire des choses guide les juges la plupart du temps, il arrive aussi, selon Salmon, que les juges doivent créer le droit et, selon lui, ils doivent alors se tourner vers les principes naturels de justice dans leur activité qui prend une portée législative. La position de Salmon permet tout de même d'élargir considérablement la perspective du positivisme juridique de l'école analytique et elle contribue de façon importante à recentrer la compréhension du droit sur l'activité et la rationalité caractéristique des tribunaux. Salmon contribue, avec Dicey avant lui, que nous n'aborderons pas ici, mais qui aurait été intéressant à aborder, à déplacer le centre de gravité de la pensée d'inspiration austinienne de la souveraineté du législateur vers la cohérence qui se dégage des pratiques des tribunaux, et il participe au rapprochement entre la théorie du droit positiviste et la vision classique de la common law. Nous allons maintenant faire un autre petit saut dans le temps et voir que ce rapprochement est prolongé par Hart. Comme vous savez, la théorie de Hart a influencé toute une génération de penseurs de l'école analytique du droit, et elle se présente à plusieurs égards comme une tentative d'améliorer la vision du droit d'Austin. Hart s'inspire de la critique de Salmon et il dénonce le fait que la théorie d'Austin se concentre trop exclusivement sur le point de vue des autorités et qu'elle ne tient pas suffisamment compte du point de vue des membres de la société civile. L'erreur d'Austin est de n'avoir pas vu que le droit est intimement lié à des règles sociales ou coutumières, c'est-à-dire à un contexte où certains comportements sont érigés en modèles de conduite acceptables. La notion de règle secondaire de reconnaissance développée par Hart à la suite de Salmon tente de tenir compte de cela. Pour Hart, la règle secondaire de reconnaissance est la règle la plus importante d'un système juridique. Elle est une forme complexe de coutume qui se manifeste dans la pratique générale par laquelle les autorités et les membres d'une société se réfèrent à une règle particulière pour identifier les règles primaires, les règles du droit ordinaire. Un examen attentif révèle toutefois que la règle secondaire hartienne dépend avant tout de l'activité d'identification et d'application du droit par les tribunaux. Pour lui, un système juridique pourrait même exister sans un législateur, la règle de reconnaissance étant surtout associée à la pratique des tribunaux. Hart associe intimement le droit à l'activité des tribunaux et il suit en cela le mouvement initié par Salmon et contribue à rapprocher le positivisme juridique de l'école analytique de la perspective de la common law classique. L'ancrage de la règle de reconnaissance dans les pratiques partagées d'une communauté, et en particulier dans les pratiques partagées par les juges, permet de penser le droit autrement que comme une création volontaire d'un souverain. Elle aide à corriger un des défauts de la vision d'Austin qui tendait à identifier le droit avec le droit statutaire. Dans la pensée de Hart, les pratiques d'une communauté peuvent pointer vers différentes sources du droit, le droit statutaire, les décisions judiciaires et même la coutume.
Chez Hart, le droit peut prendre une dimension volontaire, il y a une place pour la législation, mais en même temps, ces sources du droit-là supposent toujours un arrière-plan coutumier que désigne la règle de reconnaissance. Les remarques de Hart sur la souveraineté l'illustrent bien. Pour lui, la règle de reconnaissance doit être distinguée d'un pouvoir illimité. Et il est même possible qu'une règle de reconnaissance désigne comme étant valide un système juridique où le pouvoir est limité, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Il existe sur ce point une affinité réelle entre la règle de reconnaissance hartienne et la perspective de la common law. Malgré ces affinités, Hart reste aussi influencé par la critique d'Austin et de Hobbes, et il conserve un rapport compliqué avec la vision classique de la common law. Comme vous savez, pour Hart, le droit est suffisamment déterminé pour guider les juges dans la plupart des cas, mais il demeure en même temps toujours en partie indéterminé, ce qui implique qu'il existe des cas où les juges ont besoin de créer le droit. Hart accepte l'idée selon laquelle l'indétermination des règles peut être résolue dans certains cas par l'activité législatrice des tribunaux, et il ne rejette pas au bout du compte complètement l'idée que le droit est le produit de la raison naturelle des individus, même s'il la relègue à l'exception. Il n'est donc pas surprenant dans ce contexte qu'il considère que la raison artificielle du droit est, au bout du compte, une illusion ou une pieuse fiction. Et il critique ouvertement sa tendance à minimiser l'indétermination qui entoure les règles de droit et à vouloir camoufler le pouvoir créateur que les juges utilisent parfois. Je vais maintenant essayer de conclure par quelques remarques. L'étude des figures marquantes, de certaines des figures marquantes de l'école analytique du droit permet de constater qu'elles renouent graduellement dans leur théorie avec certains éléments de la vision classique de la common law. La polémique très vive entre Hobbes et les common lawyers de l'époque classique cède la place avec l'école analytique à un désaccord civilisé et même à un certain effort de réconciliation. L'élément qui contribue le plus à rapprocher les deux traditions est l'association de plus en plus intime qui est tissée entre le droit et les pratiques des tribunaux chez les auteurs positivistes. Avec l'aide de Salmon et de Hart en particulier, la cohérence propre des pratiques des tribunaux est rétablie comme étant le guide principal pour l'identification et l'application du droit, et comme établissant le cadre à l'intérieur duquel le pouvoir politique peut s'exercer légitimement. Le droit et la vérité morale demeurent deux phénomènes distincts dans l'esprit de ces auteurs, mais l'aspiration à la justice ou à la vérité, telle qu'elle se manifeste dans la coutume judiciaire, devient une donnée plus importante dans leur pensée. Malgré ce rapprochement, les auteurs que nous avons considérés dans cette présentation refusent tous de considérer que les juges découvrent toujours le droit dans les coutumes et dans le droit existant. Il semble qu'il soit difficile, après Hobbes, de contempler sérieusement l'idée que le droit n'est pas au moins parfois le produit de la raison naturelle des individus. Il existe sur ce point une forte continuité dans la pensée positiviste qui demeure marquée par le geste radical posé par Hobbes contre la vision classique de la common law. Pour Austin, Salmon et Hart, l'aspiration de la raison artificielle à être la perfection de la raison ne peut ultimement être qu'une illusion, une fiction noble et pieuse, mais enfantine, puisque les juges doivent nécessairement parfois se tourner vers leur raison naturelle et jouer un rôle créateur et législatif. La raison artificielle de la common law demeure, chez eux, toujours au moins en partie subordonnée à la raison naturelle individuelle, ce qui peut sans doute expliquer une tendance récurrente dans la pensée juridique anglo-américaine à décrire la common law comme un droit créé par les juges, une judge-made law. L'évolution que nous avons décrite et dans laquelle s'amorce un rapprochement de l'école analytique du droit avec la tradition de la common law ouvre néanmoins la voie à des changements importants qui vont survenir dans la pensée juridique anglo-américaine de la seconde moitié du XXe siècle. Il est possible de décrire les théories du droit de Lon Fuller et de Ronald Dworkin comme un effort pour renouer de façon plus convaincante avec la rationalité propre à la common law, par-delà la critique inspirée par Hobbes. De même, la division de la postérité de Hart dans l'école analytique, à la suite de la critique de Dworkin, entre les défenseurs du positivisme juridique inclusif et les défenseurs du positivisme juridique exclusif, peut être décrite comme une querelle autour de la pertinence d'un plus grand rapprochement avec la tradition de la common law et avec sa rationalité, qui confond de manière originale le droit et la moralité. Je vous remercie de votre attention.